L'Afrique, berceau de l'humanité. Peuplé d'1 milliard d'habitants, le continent est riche d'une diversité ethnique et culturelle extraordinaire. Mais son histoire reste encore largement méconnue. Cette lacune commence peu à peu à se combler, car au cours des dernières décennies, historiens et archéologues ont fait de prodigieuses découvertes. À défaut de documents écrits, l'histoire de l'Afrique s'est transmise à travers les bijoux et les sculptures, la culture, les traditions et les légendes. Je m'appelle Gus Casely Hayford. J'ai étudié pendant de longues années la civilisation, l'art et l'histoire du continent africain. En tant qu'historien de l'art, j'ai l'habitude de faire parler les objets du passé. Je veux remonter le temps et découvrir ce que sont devenus les anciens royaumes d'Afrique. Je pars pour le Mali et le Nigeria sur les traces des royaumes disparus d'Afrique de l'Ouest. La région est magnifique. Mais surtout, certaines œuvres d'art parmi les plus extraordinaires du continent noir ont vu le jour ici. Malheureusement, beaucoup d'entre elles ne se trouvent plus sur place, mais dans les musées d'Europe. De nombreux objets pillés ont par exemple abouti au British Museum de Londres. C'est au XVe siècle que les Européens commencent à s'intéresser à l'Afrique. Ils y découvrent de superbes textiles, des objets en ivoire, en pierre, en bois ou encore en métal. La production des royaumes d'Afrique de l'Ouest les impressionne particulièrement. En témoignent les sculptures et les bronzes de l'ancien royaume du Bénin, qui correspond aujourd'hui au sud du Nigeria et ne doit pas être confondu avec le pays portant le même nom. Ces plaques, par exemple, datent du XVIe siècle. Quand les Britanniques ont découvert ces objets en 1897, ils ont refusé de croire qu'ils avaient été fabriqués par des Africains. Ils étaient impressionnés par leur raffinement et leur complexité. Ça leur paraissait révolutionnaire et on comprend leur émerveillement. Ces œuvres vieilles de 500 ans sont en laiton et en bronze et n'ont rien à envier aux pièces réalisées en Europe à la même époque. Mais comment ont-elles été confectionnées? Et dans quel but? Je réalise quelques croquis que j'emporterai en Afrique de l'Ouest. Certains symboles semblent récurrents. Le léopard, le serpent ou encore le crocodile jouaient visiblement un rôle important. Je vais tenter de découvrir leur véritable signification et la place qu'ils occupaient. Ces bronzes étaient-ils des objets religieux? Et qu'est-il arrivé au royaume du Bénin, autrefois si riche et si puissant? Son territoire donnait sur la côte sud de l'Afrique occidentale. Mais pour comprendre dans quel contexte ces œuvres ont vu le jour, je vais explorer une région plus vaste et partir à la découverte de son histoire et de sa culture. Première étape, le site malien d'Oundjougou. Le Mali actuel est un territoire impressionnant. Au Moyen Âge, il formait l'un des grands pôles de négoce du monde islamique. Durant le XXe siècle, le cours de cet affluent du fleuve Niger, le Yamé, a subi des modifications, révélant ainsi différentes strates archéologiques. En 2002, une équipe internationale a ainsi mis au jour des traces de vie humaine datant de la préhistoire. Adama Dembélé était présent lors des fouilles. Nous sommes sur un des sites où l'équipe a eu à travailler avec une grande équipe
On a commencé de là-haut jusqu'en bas pour faire un décapage. Au cours de ça, nous avons fait la découverte et la lecture des différentes couches qui ont été déposées. Effectivement, nous avons trouvé des tessons de céramique. Et effectivement, il y a toujours une différence des périodes, des époques qui mettent la différence entre les céramiques trouvées. Certains des tessons retrouvés ont 11 400 ans, soit 2000 de plus que les plus anciennes poteries précédemment découvertes en Afrique. Ils sont donc aussi anciens que les premières céramiques japonaises, considérées comme les plus vieilles au monde. Ceci remet en question la vision communément admise de l'histoire de cette région. Ce modeste fragment de céramique reflète un moment révolutionnaire. Ce matériau a dû transformer le quotidien de la population, en lui permettant de transporter et de stocker des denrées. C'était vraiment révolutionnaire. Ces fragments montrent aussi que l'Afrique de l'Ouest était très en avance sur son temps. Les habitants de la région pouvaient non seulement conserver des vivres comme le mil, mais aussi les faire cuire. Non loin d'Unjugu se trouve la falaise de Bandiagara, une arête de grès longue de 240 km qui se dresse au-dessus de la savane. Mon guide, Kenedolo, me présente l'endroit. Il y a 2000 ans, il y avait de la forêt partout ici. Le climat était pluvieux, pas comme aujourd'hui. Tout était couvert de végétation. Les habitants allaient à la chasse et tuaient des éléphants, des porcs-épics ou des singes. C'est le peuple Telem qui vivait alors sur la falaise de Bandiagara. La tradition évoque des hommes de petite taille, à la peau rouge, qui vivaient directement dans la roche. On dit même qu'ils pouvaient voler. Et je comprends pourquoi. C'est sur ce chemin? Oui, mais attention. Effectivement, ça a l'air dangereux. Cet habitat troglodyte est l'une des merveilles de l'Afrique de l'Ouest. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les maisons des Telem. Ils vivaient ici il y a 2000 ans. Et voici leur grenier à grains. Ils sont faits de terre crue provenant de termitières. Grâce à ce matériau et à la protection naturelle qu'apportent les corniches rocheuses, les greniers sont dans un excellent état de conservation. Ils permettent aussi de voir comment s'est développée la poterie depuis l'époque des Telem. Dans certains greniers, ils stockaient des fruits. Ils en récoltaient beaucoup dans la forêt qui était toute proche. Certains étaient consommés tout de suite, le reste était entreposé ici. Cette façon de stocker la nourriture ou les céréales leur permettait de surmonter les années difficiles. Ce n'était pas seulement une question de survie, c'est la marque d'une civilisation prospère. Les murs sont même décorés. Les parois extérieures des greniers à grains sont recouvertes d'empreintes. C'est émouvant de pouvoir placer ses doigts dans des marques laissées il y a 2000 ans. C'est une époque où beaucoup de choses ont changé. Une sorte de renaissance. Avec ces greniers, les Telem ont cessé d'être de simples chasseurs-cueilleurs. Ils ont soudain eu du temps pour faire de l'art. Les archéologues ont retrouvé des appuis-têtes sculptés, mais aussi des articles de poterie, des colliers, des bagues et des bracelets, ainsi que des objets en métal ouvragé. Certains se trouvent dans les musées, mais beaucoup ont été pillés sur le site. Ces objets montrent en tout cas que l'art et la culture ont vu le jour en Afrique de l'Ouest, bien avant la confection des plaques de bronze conservées au British Museum. Les Telem ont disparu de la région voilà plusieurs siècles,
sans que l'on sache pourquoi. Peut-être ont-ils été chassés par un autre peuple qui s'est installé ici au XIIIe siècle, celui des Dogons. Ces derniers ont converti les greniers à grains des Tellem en chambres funéraires. Il y a des ossements partout ici. Ce sont des ossements humains? Oui, ceux des Dogons. C'est un peu sinistre comme décor. Cette pratique existe encore de nos jours? Oui, aujourd'hui encore, les Dogons inhument leurs morts dans les habitations des Tellem. Elles servent toujours de sépulture. Ces tombeaux se trouvent en hauteur, au-dessus d'Ireli, l'un des 30 villages blottis dans la roche. J'ai hâte de savoir si les Dogons décorent eux aussi leurs habitations comme les Tellem. Et je me demande si leur art ressemble au bronze du royaume du Bénin, retrouvé à 1300 km d'ici. Kéné est lui-même Dogon. Il m'explique que le village est en train de célébrer le Dama, une cérémonie rituelle du culte des morts. Certains pensent que l'histoire des Dogons remonte à 10 000 ans avant notre ère. Nul ne sait vraiment ce qu'il en est, mais cette cérémonie vient sans aucun doute du fond des siècles. C'est le masque de l'esprit. Il porte la couleur de la mort. Ses vêtements sont de la même teinte, indigo clair. Ces danseurs interprètent des hérons avec leurs longues pattes. Ils sont très gracieux. Oui, très gracieux, comme des hérons. Les Dogons sont animistes. Ils croient que chaque être vivant et chaque élément naturel possède une âme. Avec leurs masques et leurs costumes, les danseurs incarnent les différents esprits et leurs attributs. La cérémonie du Dama accompagne le passage de l'âme d'un défunt au pays des ancêtres. C'est un serpent? Oui, c'est ça. Et là, ce sont les masques de lézards. Et eux? Ils dansent pour éloigner du village les esprits malfaisants. Ils touchent le sol pour purifier le village et faire disparaître les forces néfastes. Pour conjurer le mal? Oui, c'est ça. Mêlant art, symbolisme et spiritualité, ce spectacle est époustouflant. J'ai assisté à des danses un peu partout en Afrique, mais celle-ci est la plus spectaculaire. Le lendemain, Kéné me conduit à un autre grenier à grains et à une autre œuvre d'art qui joue un rôle important pour les Dogons. Voici la porte d'un grenier à grains. Tu vois? Ici, c'est le Hogon, le chef et le doyen du village. Et là, c'est un ensemble de masques Kanaga. Ces masques surmontés d'un lézard? Oui, c'est ça. Je vois ici le lézard, et les hommes dansent avec les masques. Oui, la tête du lézard est là. Le masque pointe à la fois vers le ciel et vers le sol. Selon la tradition orale des Dogons, leur peuple est originaire des monts Mandingues, distants de 650 km.
Ici sont représentées les 8 premières familles de Dogon arrivées ici. Les pionniers du pays Dogon, en quelque sorte. Oui, ils sont venus à pied et se sont installés ici. C'est donc un épisode de l'histoire, sculpté dans le bois. Oui, c'est du bois d'acacia. On a taillé ce morceau pour fabriquer une porte qui relate l'histoire des Dogons, pour transmettre cette histoire aux jeunes générations et ne pas perdre notre culture. Ces motifs animistes sont les mêmes que ceux que j'ai vus la veille au soir pendant le Dama. La porte rappelle aussi les bronzes du royaume du Bénin et semble jouer le même rôle pour la mémoire collective. Mais les symboles sculptés ont-ils la même signification? Pour le savoir, j'ai rendez-vous avec les anciens du village voisin, à 1,5 km de là. Ils sont réunis au centre du village, dans le Toguna, la casa palabre réservée aux hommes. Je leur montre mes croquis des bronzes du British Museum. Que représente le léopard dans la tradition? Il représente les ancêtres. Les ancêtres de qui? Les siens. Ah bon? Vous êtes du clan des léopards? Quand un léopard est blessé ou tué, c'est un désastre pour sa famille. Donc vous protégez les léopards. Et les léopards vous protègent aussi. Je pose la question parce que le roi du Bénin était protégé par 2 léopards. Il vit avec sa famille au pied de la falaise. Quand l'un de ses proches est sur le point de mourir, un léopard leur rend visite la nuit. Il monte sur le toit de la maison et grogne comme ça. C'est vrai. Il sait alors qu'un malheur va arriver. Le léopard annonce un drame, un décès. Le léopard a donc bien une signification particulière ici. Et les serpents. Je voulais vous demander, au Bénin, ce motif représentant un serpent a été retrouvé sur le toit du palais royal. Et là, on voit des serpents autour d'un visage de femme. C'est de la poterie? Non, du bronze, du métal. Chez nous, le serpent est aussi le protecteur du Ogon. Dans l'usage des symboles, les parallèles sont frappants. Autre point commun avec le royaume du Bénin, les villages Dogon présentent eux aussi une vieille tradition de ferronnerie d'art. En Afrique de l'Ouest, la métallurgie du fer a vu le jour environ 5 siècles avant notre ère, ou peut-être 15 siècles, comme certains l'affirment, soit bien avant le début de l'âge du fer en Europe. La matière brute utilisée ici est un minerai de fer local. Visiblement, on n'emploie ni cuivre ni bronze. Dans ce village, il n'y a qu'une famille de forgerons. Juste une. Et ils appartiennent à une caste importante, n'est-ce pas? Le métier se transmet bien de père en fils avec ses traditions. Et c'est le père qui est là-bas? Oui, c'est lui. C'est lui qui sculpte les masques en bois et les portes des greniers à grains. Les masques et les portes que nous avons vus, c'est lui? Oui, il travaille 2 matériaux différents. Les artisans métallurgistes Dogon ne se contentent pas de fabriquer des outils et des armes. Ils sont aussi les dépositaires de traditions ancestrales. Un rôle important dans une région où le pouvoir a changé de main à plusieurs reprises. À partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, des royaumes rivaux ont connu ici grandeur et décadence pendant un millénaire environ. L'ancienne puissance du Ghana, l'empire Songhai ou encore le Mali avaient des frontières floues et regroupaient des ethnies différentes. La connaissance du passé était donc un élément primordial de l'identité des peuples.
C'est là le sens de l'art des Dogons, et aussi des bronzes du Bénin, à mon avis. Mais si les parallèles sont nombreux entre les productions artistiques des deux empires, je n'ai pas rencontré de cuivre dans les villages Dogons, alors que les artisans du Bénin utilisaient forcément ce métal pour produire du bronze. Je me rends dans l'une des grandes cités disparues d'Afrique de l'Ouest à la recherche d'indices supplémentaires. À une centaine de kilomètres au sud-ouest du pays Dogon se trouvent les vestiges de l'une des plus anciennes cités d'Afrique noire, Djenné-Djeno. Là, j'ai rendez-vous avec mon guide, Amadou Cissé, et un archéologue. Djenné-Djeno est resté dans l'oubli pendant des siècles. Mais en 1977, des chercheurs explorent cette butte, apparemment insignifiante, et y découvrent les restes d'une ville fondée il y a plus de 2 millénaires. Ses habitants étaient animistes, comme les Dogons. Parmi les objets retrouvés, il y a notamment des dizaines de récipients enterrés dans le sol contenant des restes humains. Pourquoi enterraient-ils leurs morts dans ces récipients? C'était une pratique animiste. Nous venons à la vie dans la position du fœtus. Ils enterraient donc les morts dans la même position, à l'intérieur de ces grandes urnes. Selon leurs croyances, ils venaient de la terre. C'est pourquoi ils tenaient à retourner à la terre dans la mort. C'est un peu sinistre de découvrir des ossements comme ça. En tout cas, l'idée d'un retour à la terre était visiblement une croyance importante. L'animisme était apparemment très répandu. Et ce n'est pas la seule constante que je retrouve dans la région. C'est du métal? Du métal, oui. Il date du 8e siècle de notre ère. C'est du fer fondu. Les fouilles ont révélé l'existence de forges sur le site. La métallurgie de Djenné-Djeno a été l'une des premières à voir le jour en Afrique noire. La ville était aussi la première cité commerçante de la région. Marchandises et matières premières y transitaient, mais aussi de nouvelles idées et croyances, comme l'islam venu de l'autre extrémité du Sahara. L'arrivée de cette religion a peut-être contribué au déclin de la métropole animiste et à l'ascension d'une autre ville toute proche qui devait bientôt l'éclipser, Djenné. C'est au XIIIe siècle que le roi a décidé de faire construire la première mosquée. Il voulait qu'elle soit immense, ce qui intriguait beaucoup la population. Dans cette ville animiste, il n'y avait pas d'endroit suffisamment grand pour rassembler les fidèles. Or, l'islam recommande la prière collective. Le roi a donc fait construire cette mosquée un peu à l'écart, et ça a été le début du déclin de Djenné-Djeno. Djenné met à profit sa situation géographique sur le delta du fleuve Niger et prend son essor dès le XIVe siècle. C'est ma ville natale, une ville paisible. Je l'aime bien. L'actuelle grande mosquée en terre crue adobe de Djenné date du début du XXe siècle. Son mode de construction rappelle les greniers des Télèmes, à se demander si les convictions animistes de Djenné-Djeno n'ont pas survécu à l'influence de l'islam. Cette maison est magnifique. L'architecture de Djenné est unique au monde. Amadou m'explique que chaque élément architectural de la maison a une signification. Ainsi, les piliers indiquent que le propriétaire d'origine avait 2 épouses. Les 5 colonnes du haut symbolisent ses 5 enfants. Ces symboles évoquent la porte sculptée du village Dogon ou encore les bronzes de l'Empire du Bénin. C'est une construction en boue séchée. Il faut donc la reconstruire chaque année après la saison des pluies. Lorsqu'il y a une naissance ou un décès dans la famille, on en profite pour modifier toute l'architecture de la maison. Ici, on construit ce genre d'habitation depuis le XIIIe siècle.
Ça veut dire aussi qu'il y a une vieille tradition de maçons et d'ouvriers du bâtiment qui entretiennent ces édifices? Oui. Les maçons de Djenné forment depuis des siècles une guilde, à l'instar des forgerons dans d'autres villes. Tamouza est l'un d'eux. Il intègre des éléments animistes dans son travail, par exemple quand il confectionne ses briques aux propriétés particulières. Il y mélange la boue à du riz, à du charbon et à d'autres matériaux. C'est une façon d'invoquer les esprits afin qu'ils protègent les propriétaires de la maison et leur portent chance. Toutes les constructions commencent ainsi à Djenné. On commence par fabriquer 5 briques spéciales avec ce mélange à base de boue. Ensuite, on en pose une à un coin, une à un deuxième coin, bref, une à chacun des 4 coins de la maison. Et la 5e au centre de la maison. Et à partir de là, on peut construire le reste. Avec cette méthode, la maison ne risque pas de s'effondrer sur ses occupants. Les maçons perpétuent des techniques ancestrales, comme les artisans du pays d'Ogon ou du Bénin. Ici, les traditions et la spiritualité continuent donc à se maintenir aux côtés de l'islam. Il faut dire que Djenné a toujours été un creuset de culture. Le marché de la ville en témoigne encore aujourd'hui. À son apogée, c'était sans doute l'un des plus grands marchés d'Afrique de l'Ouest. Le commerce qui s'est développé ici a permis de construire la mosquée, mais aussi toute cette infrastructure qui attirait les gens de très loin. Djenné devient une place économique plus puissante encore que ne l'était Djenné-Djennou. L'essor des grands marchés, comme celui de Djenné, change le visage de l'Afrique occidentale, qui voit passer des marchandises venues de partout. Le pouvoir des rois, qui contrôlent les routes commerciales, s'en trouve encore renforcé. Mais il est temps de repartir. Malgré l'ascension fulgurante de Djenné, la ville a fini par être à son tour supplantée par une autre métropole marchande, Tombouctou, ma prochaine destination. Située à 350 km au nord de Djenné, Tombouctou occupait autrefois le cœur du royaume du Mali. Pour m'y rendre, j'emprunte le fleuve Niger, 3e fleuve du continent par sa longueur, et voie commerciale majeure dès le XIVe siècle. À cette époque, le fleuve fait du Mali le royaume le plus puissant d'Afrique de l'Ouest. Son chef, le Mansa Moussa, est même considéré comme l'homme le plus riche du monde. Il possède d'immenses réserves d'or et dépêche de nombreux émissaires auprès des cours d'Europe. Tombouctou est différente de mes précédentes étapes dans le sud de la région. L'islam y est encore plus présent qu'à Djenné. Pour savoir si les symboles animistes ont ici leur place, j'ai rendez-vous avec l'un des imams de la ville. J'ai ici des photos de plaques du Bénin, conservées au British Museum. Je voudrais savoir ce qu'elles vous inspirent en tant que musulman. Vous savez que en ce temps en Afrique, c'est l'islam qui a introduit l'écriture. Et quel que soit, on ne peut pas échanger avec les images, avec les sculptures. Vers le nord, c'est très difficile de trouver les bronzes et autres. Parce que l'islam interdit de faire les objets à visage humain. De telle sorte que chez nous, c'est le dessin géométrique, c'est la calligraphie, c'est les poteries, c'est les vases et autres en argile. À Tombouctou, c'est donc par l'écriture que se transmettent les récits communs, et non par la sculpture ou l'architecture. Les professeurs jouent un rôle essentiel dans cette transmission.
Voici la grande université de Tombouctou. Au XVIe siècle, elle était aussi importante que ses homologues européennes et comptait 25 000 étudiants pour une ville de 100 000 habitants. Elle a fait de Tombouctou un centre de savoir. Les imposantes bibliothèques de la ville renferment de nombreux trésors. Mais je n'y trouve aucune information supplémentaire sur l'histoire des bronzes du Bénin. Il me faut donc repartir. Au XIVe siècle, les caravanes venues du nord du Sahara acheminent jusqu'à Tombouctou un métal très prisé, du cuivre fin d'Afrique du Nord. Grâce aux marchands, ce nouveau matériau se diffuse également au sud du Mali, dans les territoires voisins. C'est à cette époque que le grand royaume du Bénin, situé le long de la côte, commence à prospérer. Le centre du pouvoir est la ville de Bénin. Rebaptisée Benin City, elle forme aujourd'hui une métropole moderne dans le sud du Nigeria. Et c'est aussi le lieu d'origine de ces fameuses plaques de bronze qui m'intriguent. J'emprunte d'ailleurs une rocade bordée de statues prometteuses. Au centre d'un grand rond-point, le musée de Benin City. On y trouve des reproductions de certains bronzes exposés au British Museum. Il relate notamment les hauts faits du roi, appelé ici Oba. C'est la finesse de ces plaques qui me sidère. Ce sont autant des documents historiques que des œuvres d'art. Elles montrent des personnages individualisés qu'on peut se représenter très précisément. Parce que tout est là. Par exemple, les motifs de leurs vêtements et la superposition des textiles. Ces bronzes du XVIe siècle étaient de véritables chefs-d'œuvre artisanaux, qui bénéficiaient également de nouvelles sources d'approvisionnement en métaux. Dès les années 1480, en effet, les lingots de cuivre portugais sont encore plus recherchés que ceux d'Afrique du Nord. Ce matériau permet aux fondeurs de bronze du Bénin d'atteindre le sommet de leur art. Mais ce musée n'est pas le seul lieu qui témoigne du passé du royaume. Ainsi, on distingue encore entre les maisons les anciens fossés destinés à protéger la ville. Eka Gwoza Aïzienne, spécialiste de l'histoire du royaume, me décrit l'influence passée de la métropole. Bénin était la capitale de toute cette région d'Afrique, c'est-à-dire de la partie orientale de la côte ouest. Toutes les tribus et toutes les autres villes de la région la considéraient comme leur capitale. C'était un centre culturel et politique important. Et le roi, l'Oba, était très influent. Les ordres venus du palais étaient sans appel et s'appliquaient dans toute cette vaste région. Au XIXe siècle, les Britanniques décident de conclure un accord commercial avec cette puissance politique et économique. Mais le projet prend une tournure inattendue. Leur délégation brave l'interdiction de s'approcher du palais de l'Oba et se fait massacrer. Seuls 2 officiers anglais en réchappent sur plus de 250 hommes. 2 mois plus tard, en février 1897, l'Empire contre-attaque et une expédition punitive de 1200 soldats rase la ville de Bénin. Les Anglais découvrent dans le palais royal des objets d'art stupéfiants. Dans un premier temps, ils refusent de croire qu'ils sont l'œuvre d'un peuple africain. Quelques 2000 pièces confisquées sont revendues et dispersées entre les musées et les collectionneurs occidentaux. L'Oba, destitué, meurt en exil. Les Britanniques annexent le Bénin au prétexte que le royaume pratique le commerce des esclaves. Pourtant, le monument qui commémore ces événements dans le centre de Benin City fait de la défaite africaine un triomphe.
on y voit les guerriers victorieux l'emporter sur l'ennemi britannique agonisant. Le royaume du Bénin ne disparaît que brièvement. En 1914, les Britanniques réinstaurent la monarchie locale afin de renforcer leur contrôle sur l'arrière-pays nigérian. Un palais plus modeste est érigé. Aujourd'hui, les traditions de l'ancienne puissance se perpétuent dans cette petite enclave du centre-ville. J'ai l'autorisation de me rendre au palais de Loba afin de rencontrer le roi en personne. Sa Majesté Loba du Bénin reçoit quotidiennement les chefs de tribu à sa cour. Lorsqu'il fait son entrée, ceux-ci l'accueillent par ces mots « Que Dieu protège le roi ». La monarchie n'a pas qu'une fonction symbolique. Loba et les chefs se prononcent sur les problèmes que vient leur soumettre le peuple, et leurs décisions ont un certain poids. La royauté coexiste avec les institutions de la République du Nigeria. La présence du léopard protecteur et des porte-étendards me fait irrésistiblement penser aux plaques de bronze du British Museum. Je demande au roi ce qu'il sait de ces œuvres d'art. À quoi servaient ces plaques à l'époque de leur confection? Ce n'étaient pas des pièces de musée. À l'origine, en l'absence d'écriture et avant l'invention de la photographie, elles servaient à relater certains événements. Elles étaient destinées au palais ou à la communauté et permettaient en quelque sorte de photographier les choses. C'était leur rôle premier. Et les fondeurs de bronze, quelle est leur place dans la société actuelle? Ils forment une guilde royale. Autrefois, ils créaient exclusivement ce genre d'objets. De nos jours, leur production est surtout commerciale. Ils fabriquent toutes sortes d'articles. Mais quand Loba veut quelque chose de particulier, il les convoque ici. Les fondeurs de bronze du XVIe siècle travaillaient à l'intérieur même du palais. Aujourd'hui, leur art n'est plus réservé au roi, et leurs ateliers occupent une rue entière du quartier. Mais la place des artisans dans la société est restée inchangée, et leur métier se perpétue, comme ailleurs, en Afrique de l'Ouest. Ipomusa Iné me raconte que dans sa famille, on est fondeur de bronze de père en fils depuis toujours. Je me demande si les techniques utilisées il y a 500 ans sont encore d'actualité. Tout commence avec un simple morceau d'argile qui va servir de noyau. On recouvre le noyau de cire? C'est ça. Puis on sculpte les détails, la bouche, le nez et les yeux. Et après, on recouvre le tout d'une glaise très malléable. On s'en sert pour recouvrir les traits que l'on a dessinés. Les découpes de la cire s'impriment dans la glaise, puis l'ensemble est chauffé. La glaise durcit, tandis que la cire fondue s'échappe du moule. On coule ensuite le métal dans les interstices laissés par la cire. Au XVIe siècle, on utilisait du cuivre très fin pour obtenir du bronze et du laiton. De nos jours, tous les métaux sont bons. La méthode n'a pas changé au fil des siècles. Non, c'est toujours la même. Et visiblement, elle reste parfaitement adaptée. Oui, tout à fait. On travaille de la même façon qu'il y a un siècle. C'est exactement la même méthode du début à la fin. Chacune de ces manipulations a été mise au point en Afrique de l'Ouest. Lorsque le moule est refroidi,
on peut le casser et en extraire le moulage. J'admire la polyvalence d'Hippo Moussa et de ses confrères. Ils doivent connaître les secrets de l'argile et de sa cuisson. Ils doivent prévoir le comportement du métal en fonction de sa température de chauffe. Et ils possèdent un vrai talent artistique de conteur en images. Ça y est, je vois ce que c'est. Des mains en prière. C'est ça. Un objet conçu grâce à des méthodes ancestrales. Ces objets restent importants dans la société? Très important. La Guilde des fondeurs de bronze a une bonne centaine de membres qui travaillent tous dans cette rue. Et il y a des jeunes qui nous rejoignent. Est-ce que vous vous sentez toujours lié à l'Oba et au Palais Royal? Oui. Cette tradition reste donc importante pour vous? Oui. Aujourd'hui, demain et pour toujours. À jamais. Oui. Ces objets n'ont pas la qualité exceptionnelle des bronzes du XVIe siècle. Et les symboles animistes, tels que le serpent ou le léopard, ne sont guère représentés parmi ces figurines. Il faut dire que cette production est avant tout commerciale et destinée aux touristes, et pas aux rois. Mais les fondeurs de bronze, l'Oba et les chefs de tribu, perpétuent néanmoins des traditions d'un royaume qui sans eux serait tombé dans l'oubli. Les bronzes que l'on peut admirer en Angleterre, à Benin City ou ailleurs, comptent parmi les plus belles réalisations produites par des artistes africains. Je trouve incroyable que les Européens aient pu douter de leur origine. En outre, ces objets ne sont pas simplement ornementaux. Ils racontent aussi l'histoire du royaume du Bénin, reflètent des coutumes, des croyances et des pans de la culture de nombreux peuples. L'échange de savoir et du savoir-faire s'est poursuivi sur plusieurs siècles dans la région, d'Oundjougou au pays d'Ogon et aux grandes villes commerçantes du royaume du Mali. Les bronzes du Bénin sont le produit de techniques et de traditions locales, le fruit de plusieurs milliers d'années de culture ouest-africaine. Les royaumes d'Afrique de l'Ouest ont de nombreux points communs. La poterie, la ferronnerie, mais aussi la tradition des récits visuels. Autant d'éléments qui sont et resteront typiquement africains. Demain, nous irons au Cap faire ami-ami avec des requins pas si méchants que ça. Mais pour l'heure, laissez-vous envoûter par l'univers de Hayao Miyazaki avec Nausicaa, un beau conte écologique.